Bonjour à tous pour ce deuxième jour des Utopiales de Nantes, de l'édition 2014 du festival. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà là hier, ou peut-être certains d'entre vous arrivent pour la première fois aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde, quoi qu'il en soit. Le festival est là pour vous, avec une belle programmation, des expositions, et bien sûr, toujours en lien, évidemment, avec l'histoire, avec les origines auxquelles nous avions rendu hommage en 2012, les origines de la science-fiction, et notamment Jules Verne. Nous sommes ici dans la ville de Jules Verne, nous sommes ici aux Utopiales dans la maison de Jules Verne, et il n'est pas question, évidemment, de l'oublier un seul instant. Connaître ses racines, c'est aussi préparer son futur, et donc les racines verniennes, plus que jamais, sont vivaces, et sont très importantes pour moi en tant que délégué artistique et je pense pour la plupart des auteurs, des artistes, des scientifiques même présents aux Utopiales et dans la programmation. Alors pour cette table ronde sur Nemo, personnage emblématique s'il en est dans l'œuvre de Jules Verne, qui apparaît à plusieurs reprises dans cette œuvre, et qui est peut-être l'une de nos acculturations, l'un de nos héritages culturels verniens, les plus forts, les plus puissants. Finalement, tout le monde connaît Nemo, même si on n'a pas lu 20 000 lieues sous les mers. Même si certaines personnes ne reviennent pas à l'œuvre de Jules Verne ou à l'île mystérieuse, tout le monde connaît Nemo. Nemo est connu partout, mondialement. C'est une figure complexe, une figure en clair-obscur, j'ai envie de dire. Et pour évoquer son intelligence, pour évoquer sa personnalité, pour évoquer aussi les raisons pour lesquelles il nous est si familier et en même temps toujours intrigant pour les lecteurs et pour tous les passionnés d'imaginaire. J'ai une très belle table ronde, qui n'est pas carrée non plus et qui j'espère sera très, très vivante, avec 4 personnages qui connaissent Nemo, qui fréquentent Nemo, plus ou moins différemment, plus ou moins régulièrement, en tout cas qui ont eu Nemo à un moment donné dans leur parcours. Alors tout à fait à ma gauche, Yves Frémion. Voilà, Yves Frémion, que je remercie. Alors Yves Frémion est là avant tout parce qu'il est aussi membre du jury du cinéma, invité par Monsieur Frédéric Tan, mais c'est aussi évidemment un immense acteur de la science-fiction française, auteur, essayiste, éditeur, et puis aussi un homme politique qui a eu un parcours très important et qui est un essayiste, un analyste de la vie politique, autant que de la vie de l'imaginaire et autant que de la vie littéraire. Et son regard à la fois critique et constructif, j'espère, viendra nous parler de Jules Verne et de Nemo. À ses côtés, Jean-Jacques Régnier, qui est aussi un ami et qui est surtout aussi l'un de nos nouveaux modérateurs cette année. Il a fait une très belle table ronde hier sur pourquoi les méchants sont-ils toujours plus intelligents, une table ronde qui a été très appréciée. Jean-Jacques Régnier travaille aussi, alors il était aussi auteur évidemment, auteur de nouvelles. Il est aussi collaborateur très important de la revue Fiction, publié par Les Moutons Électriques, et donc il travaille en étroite liaison avec l'édition Les Moutons Électriques. Et puis c'est un curieux, un érudit de l'histoire de la science-fiction, et donc il va aussi sans doute nous parler de Nemo avec beaucoup de choses. À côté, Jean-Yves Pommier, que vous connaissez déjà, qui est un acteur important ici à Nantes, conférencier, auteur, essayiste, et puis surtout rédacteur en chef de la revue Planète Jules Verne, qui existe maintenant depuis 3 ans, et qui développe un lien, qui crée une communauté entre tous les chercheurs verniens, et qui permet aussi toujours de travailler en partenariat avec notamment Agnès Marcetto et le musée Jules Verne aussi, sur l'actualité vernienne. Jean-Yves, on s'est rencontrés aux Utopiales justement il n'y a pas très longtemps, et encore une fois, félicitations pour cette magnifique revue Planète Jules Verne. Et puis juste à côté de moi, Xavier Mauméjean, un auteur aussi habitué des Utopiales, grand connaisseur des représentations culturelles de la science-fiction, grand connaisseur et grand visitateur ou revisitateur ou explorateur de ses repères fondamentaux, de ses fondations. Xavier Mauméjean est aussi philosophe, diplômé de philosophie, diplômé aussi en histoire des religions, et son œuvre est d'ores et déjà une œuvre incontournable de l'histoire de la science-fiction et de la science-fiction bien sûr actuelle. Donc merci à tous les 4 d'être là. Je suis très fier que vous soyez à mes côtés pour évoquer Nemo. Alors,
Première chose d'abord, Nemo est-il le personnage le plus intelligent de l'œuvre de Jules Verne? Est-ce que c'est la bonne question? Alors il y a deux manières d'aborder cette table ronde. La première, c'est de parler de Nemo, et puis la deuxième, c'est de parler déjà de la notion d'intelligence chez Jules Verne. Moi je suis juriste de formation, et je sais que lorsqu'on lance un débat, il faut d'abord maîtriser les termes. Alors puisqu'on a ici des acteurs du milieu de la science-fiction qui ont fréquenté Jules Verne et en particulier ont fréquenté 20 milieux sous les mers, j'aimerais d'abord leur demander en première analyse, peut-être à Xavier à côté de moi, que peut-on dire de l'intelligence selon Jules Verne? Quelle est la conception de l'intelligence chez Jules Verne? Et on verra ensuite si effectivement c'est Nemo qui l'incarne le mieux. Merci. Chez Jules Verne, il me semble, il y a une intelligence en deux temps. Il y a, ces deux temps étant parfaitement maîtrisés, il y a l'intelligence de l'écrivain Jules Verne qui, me semble-t-il, se distingue de l'homme Jules Verne. Et cette intelligence qui est vaste, riche, généreuse, va créer un cadre, donc un cadre de fiction, de manière à permettre à des subjectivités singulières, ces personnages, d'évoluer, avec là, cette fois-ci, des traits moraux, des traits humains, des traits politiques, même des caractères aventureux qui vont évoluer, et là, donc, dans ce deuxième temps, dire peut-être ce que sont les goûts, les intentions, les présupposés moraux de Jules Verne. Mais il me semble que c'est un travail de création qui est parfaitement maîtrisé, ne serait-ce que les recherches qu'effectue en amont l'auteur le prouvent, mais il distingue, sans que ce soit, il n'y a pas besoin d'appareil clinique, pas question de parler d'intelligence schizoïde, il distingue parfaitement en bon travail de création une raison élaboratrice qui va créer l'univers dans lequel vont évoluer ces personnages, et des subjectivités singulières dans lesquelles vont se diffracter tous les éléments à travers ces personnages que Jules Verne veut mettre en avant. Et j'en dirai pas plus, mais en effet, au sein de ce deuxième temps, de ces individualités créées, Nemo a, me semble-t-il, une place extrêmement particulière et très novatrice, notamment, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, en ce qui concerne les recherches cliniques qu'il devance de 30 à 40 ans. D'accord, merci beaucoup. Voilà un premier regard très important sur la raison déjà de cette place particulière de Nemo et la conception vernienne de l'intelligence qui est forcément aussi en prise avec le 19e siècle, on va y revenir. Jean-Yves, que peux-tu, toi, spécialiste en vernien que tu es évidemment, nous parler, nous dire sur l'intelligence selon Jules Verne, voilà, toujours sur cette question-là première. Donc sur ce point-là, je reviendrai sur Nemo après dans les autres questions. Je crois que Jules Verne a voulu créer un genre littéraire nouveau. C'était compliqué, ça n'existait pas, et de ce fait, il n'a pas été tout à fait reconnu, au moins par la République des lettres, si on peut s'exprimer ainsi, de l'époque. Il en était un petit peu déçu. Mais il a quand même réussi à créer ce genre, et juste pour faire court et simple, on peut le résumer ainsi, c'est le savoir en action. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est son fil conducteur, essayer de transmettre un peu toutes ces connaissances encyclopédiques et diverses de son temps, qui était en grand mouvement le 19e siècle, pour les mettre en action sous l'angle du roman, d'une littérature donc, qui n'a pas été vraiment reconnue, mais qui est aussi empreinte de poésie, qu'on réévalue aujourd'hui à un autre niveau. Très bien, donc on se confirme bien dans cette idée d'une intelligence qui agit sur le monde. On n'est pas ici déjà dans une intelligence théorique ou une intelligence du savoir ou de l'érudition, c'est pas ce que veut montrer Jules Verne, même si la bibliothèque du Nautilus est impressionnante, mais une intelligence de l'action. Alors moi évidemment, quand j'entends parler d'intelligence de l'action, je pense immédiatement de ma formation, dans le rapport que j'ai à la science-fiction, à l'action politique. Est-ce que l'intelligence chez Jules Verne est une intelligence politique? Est-ce que par exemple l'œuvre de Jules Verne vise à peut-être critiquer ou faire changer la société? Alors je vais me tourner, je vais temporairement sauter par-dessus les épaules, certes géantes, de Jean-Jacques Régnier pour atteindre directement Yves Frémion. Yves, dans ton rapport à l'œuvre globale de Jules Verne, sans encore rentrer tout de suite sur Nemo, est-ce que d'abord tu sens cette intelligence entre guillemets politique ou pas du tout? Et est-ce que tu peux avoir un regard justement sur cette notion même d'intelligence, d'action dans l'œuvre de Jules Verne?
D'abord, Jules Verne avait des idées politiques qui ont été analysées par des essayistes. Et en même temps, c'était pas le cœur de ce qu'il voulait dire. C'était une case dans la multiplicité de ces thématiques. Et effectivement, Nemo, c'est le personnage qui est le plus politique. Enfin, de ce que je connais, moi, je ne suis pas un vernien absolu, mais c'est le plus politique. Et c'est aussi, pour moi, le seul personnage parce que Verne est un grand créateur de personnages. Ces personnages, on s'en souvient même des personnages secondaires. Ces personnages sont très crédibles. Mais Nemo, il a une dimension de plus, c'est que il approche du mythe. Finalement, Nemo, c'est quelqu'un qui il a le désir d'être un maître du monde, mais il n'aime pas du tout le monde dans lequel il est. Donc il n'a pas envie d'être le maître du monde dans lequel il est. Donc il s'en fabrique un, qui est soit limité à son navire, soit limité à l'ensemble de la surface sous-marine. Et c'est très pratique, être le maître d'un monde où on n'est pas trop embêté par les autres. Finalement, on rêve tous d'être le maître de notre monde. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes tous des acteurs, même au titre de figurants, de mon monde à moi. Et depuis quelques minutes, vous me voyez là, je deviens figurant du monde de chacun des personnes qui sont là. Et finalement, c'est ça que je ressens d'abord avec Nemo. En plus, il combine à la fois, souvent Nemo a été mis en avant par des gens qui en font un libertaire. Mais les libertaires, c'est plutôt des gens qui agissent collectivement. Donc c'est un libertaire individualiste. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelqu'un, tu évoquais sa bibliothèque par exemple, on évoquait son savoir, on évoquait tout ça. C'est quelqu'un qui a acquis manifestement, alors je ne sais pas si on classe ça dans l'intelligence, mais en tout cas il a acquis une culture très au-dessus de celle de ses contemporains. Et donc il se retrouve dans cette situation qui est celle de tous les gens qui ont une intelligence supérieure, c'est de vivre avec une intelligence supérieure dans un monde qui n'en a rien à fiche. L'intelligence ne sert à rien dans la société. Elle sert dans l'exercice d'un métier, surtout si on est scientifique ou si on enseigne, etc. Mais dans la société, c'est un handicap, l'intelligence. Je ne suis pas en train de vous dire ne soyez pas trop intelligents si vous voulez vivre ensemble, mais ça ne sert à rien. C'est un handicap. Dans la plupart des sociétés, c'est un handicap. Si ça n'était pas un handicap, évidemment, nous aurions, par exemple, puisque je parle de politique, nous aurions au sommet des différents États les gens les plus intelligents. Si c'était arrivé une seule fois quelque part, ça se saurait. Donc, quelque part, les éléments d'intelligence, de savoir et de culture de Nemo augmente le handicap qu'il a dans la relation qu'il pourrait avoir avec le monde dans lequel il vit. Voilà sa difficulté. Et c'est pour ça que quelque part il touche au mythe, parce que c'est un type de personnage qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quelle civilisation, à n'importe quelle époque. Il y a eu des gens comme ça qui sont retrouvés dans cette situation-là. Et dans l'histoire de l'art, par exemple, de la littérature, on voit plein de gens comme ça qui ont vécu très repliés sur eux-mêmes dans leur petit univers, parce que simplement, le fait de l'ensemble du savoir qui était le leur, de l'intelligence qu'ils pouvaient développer à partir de ce savoir, les mettait en situation de handicap social. Voilà. Ok, donc surtout cette dimension vraiment politique que tu confirmes bien, donc ça c'est très important. Alors on va pouvoir en discuter bien sûr. Jean-Yves, si tu veux peut-être tout de suite. Après, sur ce plan politique, oui, je ne voilà, veux pas non, monopoliser, mais juste la discussion. Sur ce plan politique, on a pas mal d'éléments dans les échanges que l'auteur Jules Verne avait avec son éditeur Hetzel, oui, qui sont très importants. Et 20 milieux sous les mers, c'est le livre qui a pris le plus de temps à Jules Verne. Il a mis 5 ans à l'écrire, il l'a beaucoup travaillé. C'est un livre qu'il a porté, qu'il considère être comme son principal chef-d'œuvre, je crois. Et avec Hetzel, ils ont eu de grands débats, et notamment sur ces questions politiques et sur qui était Nemo. C'est un personnage mystérieux, il le reste dans le livre. Jules Verne voulait en faire un Polonais qui se rebelle
contre les Russes qui ont donc martyrisé son pays à l'époque, la Pologne. Et Jules Hetzel lui dit non, surtout pas, on va se fâcher avec la Russie, l'ambassadeur va pas être content, sur le plan commercial c'est pas bon, donc mais Jules Verne dit mais moi je fais pas de politique, c'est pas ça, c'est je prends une situation. Alors il le transformera dans le second roman L'île mystérieuse en un prince hindou qui se révolte, lui c'est la révolte des Sipais, qui sera le thème d'un autre roman, La maison à vapeur. Cette transformation n'est pas très crédible parce que le Nemo du premier roman a rien d'un hindou, alors vraiment rien du tout, aucune caractéristique. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, le deuxième indice qu'on peut avoir sur la relation avec le politique, c'est quel a été le modèle de Nemo, d'après ce qu'on a pu en savoir, ce qu'en ont dit les uns et les autres. D'abord, l'image qu'on donne de l'illustrateur Ryu est inspirée très fortement, c'est dit, c'est écrit, du colonel Charras, qui était un rebelle par rapport à Napoléon III. Il a été arrêté le 1er décembre. Et bon, c'était donc une forme de rebelle. Et les hommes qui ont pu l'inspirer, c'est notamment Reclus, son ami géographe. Et aussi, on parle de Gustave Flourens, qui était un communard, comme Pascal Grousset, avec qui il a coécrit des livres. Donc, ce sont c'est pas la représentation directe, mais c'est des sources d'inspiration. Donc il y a des sources d'inspiration de ce type chez Jules Verne, sans qu'elles soient totalement explicites. Oui, voilà. Donc merci de ces compléments. On reste toujours donc dans l'idée d'une influence d'une genèse presque politique ou politiste même de Nemo par certains côtés. Alors il y a quand même deux autres aspects très importants de l'intelligence de Nemo. L'aspect peut-être plus littéraire, l'aspect plutôt plus scientifique. Mais d'abord parole à Jean-Jacques Régnier qui a eu la gentillesse d'attendre jusque là. Jean-Jacques, alors Nemo pour toi, et puis je te renvoie aussi la question du tout début, parce que tu ne t'es pas exprimé sur ça, sur qu'est-ce qui, pour Jules Verne, est intelligence, et est-ce que Nemo en est peut-être la meilleure incarnation? Oui, Nemo, pour moi, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Quand j'avais une douzaine d'années, j'ai eu la chance de passer les vacances dans une maison familiale, vieille maison familiale. Et au grenier, tenez-vous bien, il y avait la collection complète des Voyages extraordinaires dans l'édition Hetzel, une des diverses éditions Hetzel successives. Je pense qu'elle datait de la fin du siècle, fin du 19e siècle. Donc j'ai lu tous les mots là-dedans. Et je me souviens tout à fait de 20 milieux sous les mers et de la vision que j'ai eue du capitaine Nemo, qui pour moi était un homme sévère, instruit, rigide, mais assez intelligent pour que ses qualités de sévérité et de rigidité ne l'empêchent pas d'agir quand même et d'être écouté et d'être entendu. Et d'être entendu par des gens comme le professeur Aronnax, intelligents, eux-mêmes ouverts, donc a priori tout à fait peu réceptifs à tout ce qu'il pouvait raconter de son désir politique éventuel, mais assez intelligent pour arriver à les convaincre au moins à moitié. Et cette personnalité m'avait beaucoup fasciné. Et comme j'avais un oncle assez sévère, que moi-même j'étais pas grand, j'avais 12 ans, j'ai fait une espèce d'assimilation entre les deux. Donc pour moi, le capitaine Nemo, c'est mon oncle. Eh bien, voilà une réponse bien incarnée, en tout cas. Et tu confirmes encore, on est toujours un peu dans le politique, puisque finalement, la conviction, c'est la rhétorique, et que Nemo est capable de rhétorique pour convaincre son entourage. Alors, il y a le côté scientifique et philosophie des sciences, moi, qui m'intéresse aussi beaucoup. Xavier Mauméjean a écrit un très joli article qui s'appelle Chrono Nautilus, très récemment sur Nemo, le Nautilus et les aspects scientifiques. Alors, ce qui est très flagrant dans l'œuvre de Jules Verne, c'est qu'il y a énormément, on l'a dit, énormément de scientifiques, énormément d'ingénieurs. Et Nemo, bien que lui-même n'étant pas directement scientifique ou ingénieur, arrive à transcender, arrive à fournir un discours sur le rôle de la science et sur le rôle de la technique. Et j'ai envie de demander à Xavier, dans le cadre de ce bel article qui se fait paraître dans Galaxy, il me semble bien, dans Nemo, voilà, dans le spécial Nemo de la revue Galaxy, qui était aussi préparé pour la Convention nationale de science-fiction de cette année. Comment tu peux voir cette dimension scientifique? Comment Nemo parvient-il à transcender, à dépasser les scientifiques, et notamment à faire du Nautilus à la fois une arme et un objet de science, un objet presque, tu le disais, on en discutait tout à l'heure, en avance sur son temps? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le personnage Nemo, il est...
on l'appréhende à travers des quantités de coins, l'aspect politique, l'aspect nécessairement historique, ses influences, etc. Mais il reste aussi ce que depuis le postmodernisme on appelle la face, the face, comme disent les Anglais, c'est-à-dire ce qu'il en reste à travers toutes les lectures, peu importe la jeunesse, peu importe la date de publication, qui est Nemo. Au final, qui est Nemo? Alors, Nemo, c'est déjà un nom très étrange, puisque il signifie personne, ce qui est un gag très ancien chez les marins. Ulysse avait déjà fait le coup auparavant. Et ça s'explique dans la mesure où, en jouant sur les deux ouvrages, 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse, on comprend qu'effectivement, il a vécu un drame qui fait qu'il n'est plus le prince Dakkar, il était annihilé par la mort de sa famille et qui n'est plus qu'une sorte de volonté abstraite, incarnée technologiquement de vengeance. Il n'est personne. Et pourtant, en essayant d'être personne, il redevient une personne parce qu'il est complètement nourri par le chagrin, l'obsession. Alors, et c'est en ce sens-là qu'il est très intéressant parce que le personnage, dans une lecture d'aujourd'hui, anticipe très étrangement, d'une part, les réflexions sur la durée telles que vont les proposer Bergson et plus tard la relativité. Sur la notion d'espace-temps, la corrélation d'espace-temps, et d'autre part sur les travaux psychanalytiques de Freud. Alors, je ne vais pas tenir trop longtemps la discussion, mais deux choses rapidement. Le personnage est diagnosticable. C'est un caractère obsessionnel, c'est-à-dire qu'il a eu un événement traumatisant qui est fondateur de son action présente, c'est-à-dire que l'événement qui est le drame encouru par la famille Dakkar, la famille de Nemo, va déterminer continuellement son présent. Il vit dans un présent éternel. Il reconduit continuellement sa même action, qui est une sorte de phénomène obsessionnel, littéralement. Donc il est malade. C'est une intelligence malade. C'est-à-dire que c'est une maladie qui utilise la raison. Au lieu d'être contrôlée par la raison, c'est la maladie qui va utiliser le caractère créateur. Voilà, c'est ce que Edgar Morin aurait appelé une raison rationalisante au lieu d'être raisonnante. C'est une raison malade. Bon. D'autre part, et là c'est fascinant, c'est le Nautilus. C'est-à-dire que, certes, le Nautilus est une machine spatiale. Mais si on y réfléchit bien, et si on met en rapport avec l'événement du passé, Nemo substitue d'une certaine manière le caractère linéaire de l'espace tel qu'il est pensé à l'époque. On est encore dans une représentation de type newtonien où il y a un espace et un temps absolu et distinct, en rapport mais distinct. Or, ce qui est fascinant, c'est que Nemo invente la première machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire qu'il substitue au déplacement spatial qui est multiple, on peut aller en avant, en arrière, plutôt il remplace le temps qui est unilatéral, qu'on ne peut pas reprendre à rebours, au déplacement spatial qui lui permet d'aller dans tous les sens grâce à sa machine. Et c'est une sorte de machine spatio-temporelle, son Nautilus. Et ce qui est fascinant, c'est le personnage. Alors, bien sûr, je ne suis pas certain du tout que Verne y ait mis tout ça, mais avec les lectures d'aujourd'hui, c'est-à-dire des lectures rétrospectives, c'est un personnage qui est devenu une sorte de mythe et qui est terriblement moderne. Donc on a, pour finir, une raison magnifique, mais malade, qui va mettre au point, pour nourrir son obsession, une machine à remonter dans le temps via un déplacement spatial. Oui, ce qui fait donc au cœur de l'œuvre de J'ajouterais juste une toute petite chose, et après je n'embête plus. Il y a un travail qui a été fait par William Starr, qui était un Sherlockien, donc gage de sérieux, qui a beaucoup influencé Philippe José Farmer, donc ça nous parle à tous, qui est que William Starr, à partir des indications du professeur Aronnax, a calculé la répartition spatiale à l'intérieur du Nautilus. Et en fait, si on y réfléchit, mais on l'a tous vu, Nemo a des appartements formidables, il a un orgue, une bibliothèque gigantesque, et son équipage dort dans des hamacs. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que oui, et il y a exactement, le Nautilus a été conçu avec une cellule. Donc c'est quand même une raison qui est certes romantique, mais
pas spécialement gentille et bonne. Hein. Et puis il y a aussi l'idée d'une représentation de la société, ou en tout cas ce qui révèle des représentations de la société. Le Nautilus est aussi une cité-État en miniature, c'est-à-dire en mouvement, hein, finalement, mobilis in mobile. Bien sûr. Alors ça c'est très intéressant parce que finalement Xavier vient de répondre à la question que j'allais poser. J'allais poser une question un peu provocatrice. Et si Nemo n'avait pas existé, que manquerait-il dans l'œuvre de Jules Verne? Et Xavier Mauméjean vous dit il manquerait ça, justement, cette incarnation de la raison malade, Oui, voilà. de la raison magnifique mais malade, tendue vers un but à la fois où la raison est instrumentalisée au service d'une politique, ou j'ai presque envie de dire d'une forme de terrorisme, d'une forme d'activisme. Alors justement, est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous êtes d'accord avec Xavier? Il y en a une. Est-ce qu'il y a d'autres Il y exemples? a une autre figure. Voilà, une autre figure, figure, merci. Je me permets de relire quelques notes que j'avais prises là-dessus. Il s'agit des aventures du capitaine Hatteras. D'accord. Dans le capitaine Hatteras, on voit un certain nombre de personnages positifs, tout à fait gentils, tout à fait aimables. Le docteur Clawbonny, qui est cultivé, courageux, jovial, savant. Le quartier-maître Johnson, malin, marin, solide et honnête. Le brave et fidèle chien Duck. Le charpentier Bell. Tous ces braves gens ensemble, joyeusement, suivent jusqu'au bout du monde, en l'occurrence jusqu'au pôle Nord, un fou dangereux, monomaniaque, exalté, dictatorial, cruel, tyrannique, paranoïaque et inflexible, j'ai nommé le capitaine Hatteras. C'est hallucinant de voir comment tous ces braves gens intelligents se laissent complètement captiver par ce fou qui finit d'ailleurs, il y a une justice qui finit dément à la fin de l'histoire. Pour moi, c'est exactement l'anti-Nemo, Hatteras. Verne a coécrit une pièce de théâtre un petit peu au second degré où le fils naturel du capitaine Hatteras, un beau jour, au bout de ses voyages, se retrouve sur le pont du Nautilus. Ok, donc le capitaine Hatteras aussi vient compléter la figure. Je crois que Jean-Yves avait... Bon, enfin, oui, vas-y, peu importe. Non, moi Sur d'autres exemples. Moi, je voulais rebondir sur, sur la raison malade. Je me demande si la raison, par définition, n'est pas toujours malade. Parce que nous avons deux manières d'appréhender le monde. Alors, ce n'est pas le rationnel et l'irrationnel, parce que pour moi, l'irrationnel n'est pas le contraire du rationnel. Le contraire du rationnel, c'est le poétique. Nous avons deux manières d'appréhender le monde, une par la raison et une, que je définis comme le poétique, parce que je n'ai pas d'autres mots, mais qui fait appel à la fois à l'intuition, à l'instinct, à des choses justement qui ne sont pas catégorisables de manière rationnelle. Et si on cherche à aborder le monde uniquement par la raison, on marche sur une jambe et donc, quelque part, on est malade. Et on retrouve ça, souvent, chez certains scientifiques. C'est-à-dire tellement polarisés par la rationalité de leur recherche qu'ils ne voient pas le monde autrement. Alors nous qui sommes écrivains, artistes, poètes, etc., on peut avoir des fois le défaut inverse, c'est-à-dire de ne pas mettre assez de raison dans et dans la science-fiction, justement, il faut mettre de la non-raison à des moments pour arriver à faire une œuvre intéressante. Mais si on veut marcher sur ses deux pieds, il faut avoir ces deux manières d'appréhender le monde. Comment appréhender rationnellement un paysage, par exemple? On peut le faire, hein, peut le découper, machin, mais on ne sait rien du paysage quand on a vu ça. Et donc, je pense que Nemo, c'est un personnage qui s'est un peu enfermé, et il s'est enfermé au sens physique, en plus dans une machine, qui est malade à cause de ça. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas déboucher sur des choses très très positives, parce que heureusement la raison débouche sur plein de choses positives et la science aussi, mais en même temps, il ne pourrait pas appréhender l'ensemble du monde comme ça. Et d'ailleurs pour ça qu'il se met à l'écart du monde. Et moi, personnellement, je suis membre du collège de pataphysique. Je tiens à en dire un mot parce que la pataphysique, c'est la science, c'est l'appréhension du monde. Et justement, on met du non-rationnel en permanence là-dedans, mais examiné d'un point de vue extrêmement rationnel. Et donc,
Moi, je trouve mon univers là-dedans grâce à ça, parce que justement, on peut s'intéresser. D'abord, il n'y a pas d'hierarchie dans la pataphysique, différente de la science, et ça qui est formidable. Il n'y a pas d'hierarchie, on peut étudier. Je sais pas, le mouvement de la bave d'une limace sur une feuille de salade, c'est aussi important que de concevoir, je sais pas, un mode de gouvernement idéal. Bon, donc, je crois que Nemo souffre de ça, et qu'en même temps, je pense que Verne s'interrogeait sur lui-même et sur son propre rapport à la science, au savoir scientifique de son époque, à sa propre rationalité. C'est pour ça que c'est un roman, enfin vous disiez que c'était celui qu'il avait mis le plus de temps à écrire, c'est aussi un de ceux qu'il a le mieux écrit. Sur le plan littéraire, Nemo est impeccable. Alors justement, dans le prolongement, toujours sur cette raison malade, sur cette dimension centrale absolument incontournable de Nemo, Jean-Yves Pommier. Oui, je crois qu'avec Jules Verne, il y a toujours des surprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre non plus au pied de la lettre tout ce qu'il écrit. Il est capable sur un sujet d'écrire ici quelque chose, et là son contraire. Donc prudence. Alors pour Nemo, c'est un peu pareil. Il démarre avec un Nemo horrible, un justicier, on dit un archange de la haine, enfin c'est horrible. Et d'ailleurs Hetzel lui reprochait, mais vous ne pouvez pas écrire ça, lui disait-il. Et si, il dit, je l'écris. Mais c'est pour faire évoluer le personnage qui terminera comme un bienfaiteur de l'humanité dans l'île mystérieuse. Donc c'est une facette complètement étrangère. Alors au final, Nemo, c'est plutôt un personnage comme Jules Verne les aime, c'est-à-dire c'est un excentrique, c'est un original, c'est un génie créateur. Donc il met tout ce savoir humain au service d'une belle histoire, de cette découverte du fond des océans. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il remonte le temps, parce que d'abord il situe son action dans l'époque où il est, et il n'a pas de volonté de remonter le temps, sinon qu'il passe à côté de l'Atlantide. Non, mais je parle du temps intérieur, c'est le temps subjectif, c'est pas la durée externe. Oui. Nemo vit dans un caractère obsessionnel qui lui permet de revivre cet événement traumatisant et de punir encore et encore. Oui, non, bien sûr, vous avez raison, je parlais du temps intérieur, le temps de la conscience malade de Nemo. Oui. D'accord. Alors, il punit un petit peu, pas trop longtemps, c'est l'entrée en matière. Jules Verne adorait le théâtre, et donc c'est pour mettre en scène un roman et tenir en haleine le spectateur ou le lecteur, en tout cas. Vous avez évoqué effectivement le nom de Nemo qui fait penser à Ulysse. Ce qui est plus important dans Nemo, comme dans certains personnages verniens, c'est pas ses apparitions, ce sont ses disparitions. Finalement, pour exister, il faut être partout et nulle part. Et donc c'est un petit peu ça, Nemo. Il a d'autres personnages. Mathias Sandorf, c'est un petit peu pareil. Il est ici, il est là, on le voit, on le voit pas. Phileas Fogg aussi. Et pour compléter un petit peu, et ça rebondit sur ce qu'il vient de dire, moi je considère que Nemo, c'est vraiment un peu Jules Verne. Même si dans le texte, le Jules Verne, c'est le professeur Aronnax, puisque le professeur Aronnax écrit ses mémoires qu'il confie à Jules Verne pour écrire le livre, en quelque sorte. Et la représentation, là aussi, toujours intéressant, les illustrateurs, le dessin du professeur Aronnax est la copie conforme d'une photo de Jules Verne à l'époque. Donc c'est bien assumé complètement. Mais c'est vraiment lui, parce qu'il nous dit... à la fois dans l'introduction et surtout dans la fin, il y a une phrase prononcée par Aronnax, c'est à la demande posée il y a 6000 ans par l'Ecclésiaste, c'était donc dans l'Ancien Testament, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme. Donc Aronnax dit, 2 hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre aujourd'hui, le capitaine Nemo et moi. Le moi, c'est Jules Verne, évidemment. Merci beaucoup. Un commentaire de Xavier, puis après je vais vous proposer une phase de questions. J'ai encore deux volets importants, mais que je vais mettre de côté le temps qu'on puisse échanger avec vous aussi. Il y a un autre personnage de la littérature populaire qui est quasi contemporain de Nemo et qui lui ressemble à bien des titres, c'est le professeur Moriarty dans les histoires de Sherlock Holmes. Moriarty est un génie, il est décrit comme auteur de 2 travaux qui surpassent la science de son temps.
Il a des repères moraux qui sont les siens, mais on ne peut pas dire qu'il n'ait pas d'éthique. Il a une éthique. C'est pas simplement un cambrioleur, etc. Il a les moyens de sa démesure. Hélas, tout comme Nemo. Nemo, c'est un peu comme Bruce Wayne, où le jour où Alfred lui dit vous n'êtes pas le premier enfant qui a vécu une tragédie, mais tous ne prennent pas le fait de s'habiller en chauve-souris pour soigner. Nemo a les moyens de se construire un sous-marin, et le professeur Moriarty a aussi l'occasion de se faire sa toile d'araignée, etc. Et je finirai sur une touche amusante, c'est que le capitaine Nemo et le professeur Moriarty sont, c'est dit à chaque fois, clients du Crédit Lyonnais. Et c'est une époque où le Crédit Lyonnais n'a pas eu de chance. Une période noire de la banque. Très belle dimension, notamment Ils ne économique. s'en vendent pas. Hein. Oui. Et Nemo, c'est le Verlan de Monet quand même. Il faut... Ouais. Bien, alors beaucoup de choses vous ont été dites. On a vu donc ce modèle. Alors peut-être ce qui nous fascine, hein, finalement, c'est cette raison malade, cette difficulté à vouloir à la fois agir sur le monde tout en le changeant, cette revisitation des profondeurs où on pourrait presque aller jusqu'à une lecture psychanalytique du Nautilus, finalement, avec la cellule, avec les quartiers d'équipage, etc. Donc beaucoup de choses ont été dites. Il apparaît manifestement que Nemo est incontournable, et ce qui nous séduit en lui, c'est cette ambivalence, cette noirceur, cette légère gravité qu'on trouve à la fois dans son action et dans sa manière de parler, de s'exprimer, d'échanger avec les scientifiques qui sont des êtres peut-être plus monolithiques présentés ainsi dans l'œuvre de Jules Verne. Alors, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Vous avez l'occasion de demander tout ce que vous avez voulu savoir sur Nemo sans jamais avoir la réponse jusqu'à ce jour-là. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Donc, on va passer aux questions. Mais après, je reviendrai sur l'héritage de Nemo dans la science-fiction et les figures de la science-fiction qui sont les enfants de Nemo. Parce qu'on a souvent parlé des enfants de Jules Verne, mais on n'a pas parlé des enfants de Nemo. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, qui a une question parmi vous, peut-être, avant qu'on passe à cette dernière partie de la table ronde, sur Nemo, sur... Voilà, je vois une question là-bas. Il doit y avoir un micro qui circule. Voilà, il arrive. Merci beaucoup. Bonjour, Philippe, simple terrien. Est-ce que Jules Verne ne distille pas un peu de Nemo dans d'autres de ces personnages, espèces de grands scientifiques qui veulent quelque part, qui sont un peu malades, et qui veulent changer le monde, comme Robur le Conquérant? Très bien, ou alors on peut aller jusqu'à sur une vision plus limitée, le Docteur Knox par exemple, dans une de ses nouvelles où justement tout va trop bien, où j'arrive pas à m'adapter à ce qui va trop bien. Alors, qui répond par rapport à Dr Knox? Robur le Conquérant avait été aussi demandé tout à l'heure. Est-ce que ce sont des Nemo complémentaires, ou est-ce qu'on retrouve le même fil? Oui, pour Robur le Conquérant, c'est effectivement un petit peu comme Nemo, sauf que lui, il ne change pas du tout. Robur, c'est un maniaque, c'est un démoniaque, c'est un paranoïaque, et il est du début à la fin. C'est un méchant. C'est un méchant, et il ne change pas. Donc c'est une autre vision. Et d'ailleurs, il y a aussi deux romans. Il y a le premier qui est Robur le Conquérant, et il y a la suite écrite 15 ans plus tard, c'est Maître du Monde, justement. Maître du Monde. Et il veut toujours être Maître du Monde. D'accord, pour Robur. D'autres réponses sur Dr Knox ou non? Non. D'autres questions en attendant encore qu'on passe à l'héritage de Nemo aux enfants? Oui, là-bas. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en fait Nemo et le professeur Aronnax par exemple, ou d'autres professeurs comme Phileas Fogg, seraient en fait un seul et même personnage, c'est-à-dire Jules Verne lui-même, Nemo incarnant la pulsion de mort, peut-être la pulsion noire, et Aronnax la pulsion de vie, la volonté de faire triompher la vie, et en quoi finalement Nemo serait plus intelligent qu'Aronnax, du coup peut-être qu'ils ont la même intelligence, mais chacun ayant sa pulsion, son côté soit vers la vie, soit vers la mort. Voilà. Oui, c'est presque ce qui avait été esquissé tout à l'heure par Jean-Yves, la complémentarité d'Aronnax et de Nemo, les deux, le volet clair et obscur de Jules Verne, peut-être? Yves? Non, moi je réponds pas directement à la question, mais en répondant indirectement, j'espère apporter quelque chose. C'est que je crois que c'est Jean Chénaud qui avait fait un livre où il examinait Jules Verne comme pouvant être partisan de pratiquement tout le spectre politique. Il montrait Jules Verne socialiste, Jules Verne libertaire, Jules Verne réactionnaire, etc.
Il y a de ça chez Nemo. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'il y avait des côtés pas sympathiques chez Nemo. Moi, je suis un vieux libertaire, et ce que je sais, c'est que quand on donne un bout de pouvoir à un libertaire, à côté de lui, Staline est un gamin. Et je pense que Nemo, heureusement qu'il est enfermé dans son univers, parce que s'il était à l'extérieur, pour pouvoir mener à bien la vision du monde qu'il a, il serait obligé de devenir au moins un petit dictateur local. Et quelque part, il y a toujours... Alors, je ne vais pas revenir sur la raison malade, mais un des inconvénients de l'intelligence supérieure, c'est qu'on se rend compte soi-même que finalement, on a raison. Et c'est terrible, ça. Parce que quand on a raison, on ne peut pas supporter que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous imposent ou revendiquent même leur vision du monde, puisqu'ils ont tort. Donc, on bascule facilement dans une vision dictatoriale. Et donc, quelque part, Nemo... j'ai l'impression que Verne a enfermé Nemo pour pas qu'il soit encore moins sympathique qu'il n'est, quelque part. Là où il est, bon, bah, ça va, c'est bien, il règne sur son univers, c'est lui qui l'a conçu, il ne fait pas de dégâts, il a quand même pris ses précautions avec l'histoire de la cellule, les trucs comme ça. Bon, on sent que c'est sur le fil du rasoir, quand même, cette histoire, cette vision-là. Et je pense que, j'espère, mais je pense que Nemo lui-même est conscient de ça. Et que c'est pour ça qu'il ne sort pas. Ceci dit, il évolue dans l'île mystérieuse, puisque justement, c'est tout différent. Alors, la question, justement, qui est un peu connexe avec Aronnax, c'est dans l'île mystérieuse, justement, est-ce que le Nemo de l'île mystérieuse est le Nemo de Verne ou le Nemo d'Hetzel? Enfin, il y a quand même un sentiment de normalisation, qu'on dirait qu'il guérit presque, en fait. Oui, il y a une dérive complète, effectivement. Ça n'est plus le même Nemo que dans le premier roman. Mais je crois que c'est pas tout à fait le personnage noir tel qu'on le décrit au début. Il est décrit au début pour un peu cette dimension théâtrale. Nemo, moi je le vois plutôt comme un porte-drapeau d'une liberté absolue et quelqu'un qui essaie de défendre tous les persécutés du monde. Et ça, c'est un petit peu aussi Jules Verne, parce que Jules Verne prend parti pour les Sipais contre les Anglais en Inde, il prend parti pour les Irlandais contre les Anglais, enfin toujours souvent un peu contre les Anglais, mais à chaque fois, il prend parti pour aussi les peuples du Nord qui vont être complètement dépossédés de leurs terres. Donc c'est ça. Et finalement, Jules Verne nous dit un jour, mais c'est sa famille qui le rapporte ça dans des conversations, c'est pas écrit dans ses livres, il avait 3 passions, la liberté, la musique et la mer. Je crois que Nemo est pas très loin de ces 3 passions, oui, même si l'orgue est démesuré. Il y avait des orgues sur les bateaux à l'époque parce qu'il fallait distraire l'équipage. Alors pas sur les sous-marins parce que c'était nouveau, mais les bateaux comme les bateaux de Franklin qui allaient à la conquête du pôle Nord, il y avait des orgues. C'était plutôt des orgues de barbarie, etc. Mais l'idée n'est pas absolue. Alors, effectivement, il y a des mesures de son cabinet de travail parce que c'est son lieu de vie et donc là c'est une vraie maison. Mais pour le reste, le hamac c'est le sous-marin classique. Et les marins étaient dans des hamacs sur les navires. C'est les fameux branles. Le branle bas, c'est ça, c'est quand il y avait une alerte, on descendait du hamac. Y compris dans les périodes récentes. Je sais, mon père a commandé des sous-marins, donc je connais un peu la question. Alors juste encore une intervention de Xavier, toujours sur le rapport avec Aronnax. Oui, pour répondre. Pour répondre à monsieur, je pense que l'analogie est très jolie. Et pour répondre précisément à ce que vous aviez évoqué concernant la mesure d'intelligence, tout simplement, Nemo a un carcan moindre puisqu'il renonce à la morale commune, donc ça lui permet de développer des calculs et des stratégies plus larges, puisqu'il n'est pas arrêté par certains calculs qu'il laisserait tomber puisqu'ils seraient amoraux ou immoraux. Une petite chose aussi qu'on a oublié concernant Nemo, c'est son souci de la nature. Et tout ce qui... Et je rejoins ce que dit Yves Lignon, où on a ras-le-bol des humains, surtout qu'ils ont tort. Au moins, la nature, elle est admirable, elle est respectable. Nemo est quasiment en autarcie alimentaire, énergétique, à partir des fonds marins. Et ce qui est intéressant, et moi j'y vois une sorte de cohérence, bien sûr, je sais qu'éditorialement, il y a un historique, mais si on s'en tient au point de vue de la simple
simple fiction, il est cohérent que Nemo, à la fin, soit soucieux non pas de l'humanité, mais de quelques individus dans la nature, parce que le rapport est inversé. Tout simplement, sur l'île mystérieuse, la nature domine et les individus sont moindres. Oui, c'est un écolo, Nemo, Oui. c'est clair. Alors oui, la dimension écologiste de Nemo, Oui. on peut... Et tout à l'heure, on j'ai peut en j'ai discuter. bien apprécié la référence à Élisée Reclus, qui est quand même le premier penseur de l'écologie politique, le premier qui comprend qu'il y a un lien entre la dégradation de l'environnement, la dégradation des rapports sociaux et la dégradation de la démocratie, ce qui est les trois piliers de l'écologie. C'est lui qui pense ça, et qui est lui-même un personnage à la Nemo, dans la mesure, bon, alors c'est typiquement famille de pasteurs, protestants, austère, on dirait aujourd'hui décroissant, vraiment c'est l'archétype, oui, Nemo ressemble beaucoup à ça, sauf un détail près quand même, c'est que Élisée Reclus n'avait aucune tendance à l'autoritarisme. C'était au contraire quelqu'un de très tourné vers les autres, toujours en train de partager les décisions. C'était vraiment un personnage admirable, Élisée Reclus. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut remettre au premier plan, qu'on devrait étudier dans les écoles. Mais il y a quand même ce côté chez Nemo, le côté Élisée Reclus, ça depuis tout à l'heure, ça me travaille. Je pense qu'effectivement, physiquement, il ne ressemblait pas du tout, mais par contre, par le caractère, certainement très fortement. Oui, alors toujours... Un tout petit mot sur le sujet. Vas-y. Si on lit bien Nemo, on s'aperçoit qu'avec la nature marine et sous-marine, on serait capable de guérir pratiquement toutes les maladies. Donc c'est quand même un enseignement intéressant. Oui, Oui, c'est c'est vrai, il y l'époque a de ce côté. l'hygiénisme. Chez les libertaires, c'est l'époque de l'hygiénisme et tout ça. Ce qui montre bien à quel point aussi la figure, pas avant-gardiste, mais que la matrice de Nemo, la figure de Nemo, peut être encore aujourd'hui utilisée dans ces aspects-là en particulier. C'est ce qui peut-être nous la rend encore, au-delà de l'époque à laquelle elle a été forgée, puisque le monde a considérablement changé, on y retrouve quand même, vous voyez, en fonction des spécialités de chacun, sur la clinique, la philosophie, la nature, etc., la littérature, les Verniens eux-mêmes, on y retrouve cette récurrence qui est finalement aussi la marque de cette réussite extraordinaire autour du personnage. Alors moi j'ai encore une question bien liée aux utopiales évidemment et à la science-fiction. Qui sont les enfants de Nemo ? C'est-à-dire pour vous, acteurs, auteurs, ou commentateurs ou lecteurs de science-fiction, comment les auteurs de science-fiction se sont emparés au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui de cette figure de Nemo? Qui peut-on trouver comme étant peut-être les enfants de Nemo? Tout à l'heure on a évoqué Batman, mais enfin plutôt à l'inverse, de façon différente. Qui sont les enfants de Nemo? Pas les enfants de Jules Verne, Serge Lehmann a déjà répondu à cette question avec beaucoup de talent dans une préface et avec toute une communauté d'auteurs autour de lui. Mais les enfants de Nemo précisément, qui seraient-ils? Il y a Albator. Je crois que c'est même dans le schéma, la caractérisation sombre du personnage, la douleur qu'il véhicule, le navire. Tout ça, Albator me semble être une relecture brillante, parce qu'apportant d'autres choses au Capitaine Nemo, dans l'univers des comics, vous avez le Dr Von Doom, Dr Fatalis, qui, bien que statique, lui, rassemble beaucoup d'éléments. Il est souverain. Nemo, on apprendra plus tard qu'il est le prince Dakar. Il est en but au monde entier. C'est un scientifique brillant. Et surtout, tout ça est véhiculé par une tragédie intime qui est le massacre de sa mère gitane. Donc là aussi, on retrouve les communautés, le racisme, etc. Alors, on pourrait grainer quantité de références, mais je finirai juste sur un point aussi. Il a un héritage iconique, je pense, via les États-Unis, comme peuvent l'être les arcs électriques de Tesla, parce qu'il a donné une certaine image à un moment donné, mais je dis bien image, pas texte littéraire, une image qui est celle de la ferronnerie, des boulons, du savant, etc., dans les couvertures pulp, et bien sûr aujourd'hui l'objet technique, et bien sûr aujourd'hui le steampunk.
D'accord, donc steampunk finalement n'aurait pu ou n'aurait pas vu ne serait pas formalisé sans Nemo. Et le sous-marin de Walt Disney, qui a fait beaucoup pour Nemo. Le temps tourne, hélas, alors si moi je me mets à pas respecter le temps, ça va aller mal. Donc encore quelques petites... Moi j'ai d'autres enfants de Nemo, mais pas dans la science-fiction, dans la réalité. Oui. Il en a eu plein et encore aujourd'hui. Par exemple, sur ces engins un peu extraordinaires, il y a un marin, Yves Le Prieur, qui a créé des fusils Nemo, du fusil Nautilus, des tas d'objets liés au Nautilus en améliorant la technique, un scaphandre pour être autonome, etc., tout en se référant toujours au Nautilus et au capitaine Nemo. Commandant Cousteau, qui a connu ce Le Prieur, qui a pris quelques idées, est aussi un enfant de Nemo. Jacques Rougerie, qui crée des maisons sous-marines, c'est un enfant de Nemo. Donc, tous ces personnes qui font des expériences nouvelles sur la mer, sous la mer. L'année dernière, on avait aussi d'autres exemples ici aux Utopiales. Avec Vincent Calbeau, oui, tout à donc, fait. les enfants de Nemo et un peu de Jules Verne sont encore très nombreux, y compris dans la réalité. Dans la réalité. Jean-Jacques et Yves, encore des enfants de Nemo pour conclure. Bon. Yves. Oui, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est la dimension de l'errant. C'est-à-dire cette personne qui n'a pas une attache géographique, qui erre à travers le monde, même si c'est un monde sous-marin où il rencontre peu de gens. Là, il y a beaucoup d'héritiers. Le dernier qui me vient en tête, à l'instant, chronologiquement, ce serait Corto Maltese, par exemple, qui lui est sur la mer, mais finalement, il parcourt le monde sans jamais, il s'arrête, mais il s'attache pas. Même pas aux femmes qu'il aime, alors que c'est une dimension importante de la série. Et je pense que dans la bande dessinée, dans le roman, même à la limite dans le western, on a ce type de personnage qui n'est, même si c'est sur une surface relativement réduite, n'arrive que provisoirement. Bon, voilà. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'héritiers de part de Nemo. Je ne vois pas quel personnage, ça ne me vient pas spontanément, pourrait être le Nemo d'aujourd'hui, mais par contre, des bouts de Nemo, il y en a partout. Voilà. Merci, c'est une très belle manière de dire, effectivement, Albator, Jacques Rougerie, Corto Maltese, des morceaux de Nemo. Vous êtes tous aussi un petit peu, d'une certaine manière, les enfants de Nemo. 1000 fois merci à vous quatre. Moi, je suis son neveu, je te le rappelle. Son neveu, oui, puisque c'était ton oncle, bien sûr. Et puis, j'espère que ça vous a donné envie de relire 20 000 lieues sous les mers, même si vous pensez avoir... par cœur déjà 20 000 lieues sous les mers en tête, relisez-le, vous verrez qu'on retrouve à chaque fois de nouvelles choses. Les Verniens, la revue Planète Jules Verne est là aussi pour vous tenir au courant de l'actualité. Le steampunk est l'une des cordes à l'arc très, très important de Xavier. Enfin, tout le monde est là vraiment autour de cette figure centrale. Mais comme il faut faire des économies, ce n'est plus que 18 000 lieues sous les mers maintenant parce qu'on n'a plus les moyens. Bien, merci à tous en tout cas et puis bonne continuation pour les Utopiales. Merci. Et merci à vous.